à chacun son fardeau. Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne et des aspects nutritionnels, médicaux et émotionnels. À ce titre, nous avons invité le docteur Tigra, médecin généraliste à l'espace santé Erasmus. Il est également médecin coordinateur en maison de repos. Il vient nous éclairer sur les aspects plutôt médicaux du jeûne, vous l'aurez compris. Merci d'être avec nous. Bonjour Virginie. Nous avons également invité Madame Iskandar Jessica, qui est psychologue clinicienne, qui est spécialisée en psychothérapie systémique. Elle exerce à l'espace santé famille. Elle répondra à nos questions sur l'effet du jeûne et sur la capacité à gérer ses émotions pendant cette période. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'être venue. Alors, nous avons aussi avec nous Madame Rachida El Boustati, diététicienne, nutritionniste. Elle exerce au centre médical de Smet et vient nous éclairer sur l'alimentation recommandée lors d'un jeûne et sur les aspects nutritifs de ce dernier. Merci d'être avec nous, Rachida. Merci à vous de l'invitation. Alors, pour rappel, nous sommes en plein mois de Ramadan. En 2007, Madame Torrekens, Corinne, a estimé à 160 000 le nombre de musulmans rien qu'à Bruxelles. Nous pouvons donc imaginer l'importance du nombre de jeûneurs en cette période. C'est donc l'occasion pour notre émission de santé de nous rendre compte avec vous des différentes manières de jeûner et mieux encore d'en étudier ses bienfaits, contre-indications et de l'impact qu'il a sur notre manière de gérer nos émotions. Alors, on va d'abord commencer par Madame El Boustati. Qu'est-ce que le jeûne ? Parce qu'il y a plusieurs types de jeûne. Qu'est-ce que le jeûne ? Tout à fait. Bonjour à tous. Tout d'abord, le jeûne consiste tout simplement à s'abstenir de manger, voire de s'hydrater, de boire pour certaines catégories de jeûne. Quand on parle là maintenant du jeûne durant le mois du Ramadan, donc chez la majorité des musulmans, donc on s'abstient de manger et de boire. Donc c'est un jeûne typiquement sec, du lever du soleil jusqu'au crépuscule, donc au moment du ftour, donc au moment du coucher du soleil. Donc ça, c'est typiquement le principe du jeûne, et c'est de mettre quelque part en réserve notre organisme, de s'adapter quelque part dans nos réserves, on va dire, plus internes. Donc c'est-à-dire que le corps va puiser un petit peu dans les réserves, d'où le jeûne, cette abstinence de jeûne. Ok. Alors, docteur Tigra, comment notre corps réagit-il lorsqu'on le prive de nourriture ? Étonnamment, il réagit plutôt bien. Donc, il y a d'abord une première phase où le corps doit s'adapter à ce nouvel équilibre. Et très vite, en fait, il va se mettre en mode d'économie pour dépenser finalement moins d'énergie. Et on va en fait aller rechercher de l'énergie sous une forme différente. Donc notre énergie typique, mais peut-être que Madame El Boustati reviendra là-dessus. Mais donc voilà, donc c'est le glucose, c'est donc les glucides, les lipides et les protéines. Donc c'est vraiment les trois sources principales. Donc dans un premier temps, on va prendre donc le sucre rapide qui se trouve dans le sang, et très vite donc on va aller puiser dans le glycogène, donc le sucre qui est mis en réserve, les protéines, et quand le jeûne se prolonge, à ce moment-là on va aller puiser dans les graisses. Ah, ça c'est bien, ça c'est ce qui nous intéresse. Non, non, je dis ça parce que je suis en plein régime, alors avec Ramadan c'est encore mieux. Donc voilà. Mais donc en effet, il va aller puiser vraiment dans le stock en fait, dans ce qui est stocké, dans ce qui reste dans notre corps, puisque justement on le met un petit peu à l'épreuve, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Maintenant, pour aller vraiment puiser dans les graisses, je pense je crois que c'est à partir de 16 heures, donc c'est vraiment la fin de journée en fait où on va aller vraiment puiser dans ces... Flûte alors, faut rajouter un petit peu des heures en plus là, donc plus de 16 heures on commence à aller puiser dans les graisses quoi. Voilà. Je me disais bien, je maigris pas assez là pendant ce mois. Ok, alors je vais aller vers Madame Iskandar qui est psychologue. Donc aujourd'hui nous allons aborder aussi la gestion des émotions, mais qu'est-ce qu'on entend par gestion des émotions ? Mais en fait, la gestion des émotions, d'un point de vue psychologique, c'est surtout tout ce qui est axé sur l'évaluation de la situation et les réponses que la personne a face à ses émotions.
Donc les réponses physiologiques dans son corps, comportementales, donc les comportements, et tout ce qui est réponse cognitive, donc tout ce qui est raisonnement, pensée, lié à l'émotion. Ok, super. Alors, je reviens vers notre diététicienne. On parle souvent de cet aspect détoxifiant du jeûne. D'un point de vue diététique, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le jeûne permet tout simplement de base de purifier l'organisme. Il permet vraiment cette forme exceptionnelle de digérer quelque part une grosse partie de nos tissus, de nos cellules qui sont, on va dire, faire une jeunesse, une purification du corps. Donc le jeûne permet de détoxifier notre organisme. Donc ça, c'est vraiment le premier intérêt, on va dire, physique du jeûne. Et ça veut dire quoi, détoxifier ? C'est vraiment purifier, on pourrait Exactement, dire ça ? nettoyer donc nos cellules qui sont endommagées, les tissus. Donc c'est refaire une certaine jeunesse, on va dire, au niveau organique, au niveau hormonal. Donc il y a un travail qui se fait en profondeur de purification. Ok. Docteur Tigra, d'un point de vue médical, est-ce qu'il y a des différences notables entre les différents types de jeûnes ? Parce que il y a le jeûne du Ramadan, mais alors il y a aussi des jeûnes intermittents. Est-ce que c'est différent ? Est-ce que c'est pas la même chose ? Je vais peut-être répondre à l'inverse. Donc, oui. qu'est-ce qui relie tous les jeûnes ? En fait, ce qui relie tous les jeûnes, c'est finalement, comme disait Madame Boustati, donc c'est la privation, donc le fait que volontairement, on décide de limiter a priori les calories. Donc là, c'est vraiment une notion importante. A priori, donc le jeûne, c'est limiter les calories. On se rend compte que dans le jeûne musulman, c'est pas toujours le cas. Donc pour certains, c'est vrai que parfois, quand on se réalimente, au contraire, on mange énormément. Et donc, alors que normalement, ça doit pas être ça. Voilà. Et donc, en fonction du type de jeûne, ça peut être pas du tout de calories, donc 0 calories uniquement des liquides, par exemple, de l'eau, des potages, des tisanes. Ou bien il y a des régimes où finalement c'est sur une partie de la journée plus ou moins longue où on n'a plus du tout de calories, uniquement de l'eau, et puis on mange normalement une partie de la journée, et puis il y a vraiment... ça c'est les jeûnes intermittents, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Il y a autant de jeûnes que de... Mais il y a des cliniques qui se sont développées, donc dans des pays, genre en Allemagne, en Russie, en Espagne, par rapport aux jeûnes. On voit que ça fonctionne quand même vachement bien, ces cliniques-là. Donc ça peut être intéressant. Madame Iskandar, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'une émotion et en quoi elle peut impacter le jeûne, du coup ? Alors une émotion, c'est pas si simple que ça à définir. Ah oui, je me doute. C'est pas une entité psychologique qui a des frontières bien définies. Donc en fait, elle a plusieurs facettes, si on peut dire. Et donc en fait, on est d'accord que face à une même situation, deux personnes vont pas réagir de la même manière, ne vont pas avoir les mêmes émotions. Donc pour qu'il y ait émotion, il faut que face à une situation, on attribue une signification émotionnelle à la situation. Donc ça, c'est l'évaluation. Cette évaluation, elle va ensuite générer une tendance à l'action. Cette tendance à l'action, donc c'est pas l'action, c'est juste une tendance. Donc c'est vraiment une réponse rapide et involontaire que notre corps va réagir en fait finalement face à l'évaluation. Et cette tendance à l'action va ensuite provoquer plusieurs réponses, donc physiologiques, comportementales et cognitives. Et tout ça, c'est l'émotion en fait. C'est ce qu'on appelle l'émotion. Et comment ça peut impacter le jeûne du coup ? Finalement, c'est vrai que face aux jeunes, il y a certaines personnes, par exemple, qui, quand elles sont privées de nourriture, c'est vrai qu'elles pourront se montrer peut-être plus irritables, moins patientes. Donc voilà. Et il y a aussi finalement la gestion du stress un peu par l'alimentation. Parfois, on entend ça un peu la faim émotionnelle. Donc c'est vrai que là, les personnes qui jeûnent, elles devront trouver une autre manière de gérer leurs émotions. Et il y a aussi, d'un point de vue physiologique simple, une personne qui sera stressée, elle va produire du cortisol, et si je ne me trompe pas, le cortisol va augmenter la sensation de faim. Donc il y a quand même un lien assez direct entre émotion et alimentation finalement. Après, c'est justement pour ça qu'il faut essayer d'éviter peut-être des facteurs de stress pendant qu'on jeûne. Donc il faut essayer vraiment d'être dans un environnement apaisant ou calme. Il y a le bon stress, il y a le mauvais stress. Donc on ne sécrète pas du cortisol de la même manière en fonction du stress qu'on va avoir, quoi. Oui, tout à fait. Madame El Boustati, est-ce qu'il y a des bienfaits nutritionnels au jeûne alors ?
Tout à fait. Le jeûne permet de mettre une certaine forme de purification du corps, donc permet de faire un repos digestif. Il y a en fait une diminution des sécrétions, une diminution au niveau digestif. Donc il y a un repos total en fait au niveau organique. Et donc de ce fait, ça permet de mettre une certaine forme d'économie d'énergie. Et le corps va puiser cette énergie-là dans nos réserves. D'où la perte de poids. Il y a une certaine régulation au niveau, donc le médecin va le confirmer, au niveau de la tension artérielle, au niveau du cholestérol. Donc tout se met quelque part à niveau. Donc il y a une forme de purification, mais vraiment profonde. Et donc au niveau des sensations, au niveau nutritionnel, il y a typiquement, on ressent nettement mieux au niveau des sensations. Donc il y a une stimulation des sensations. On sent mieux la faim, on différencie plus facilement la faim de la satiété ainsi que de la soif. Donc ça permet un petit peu de se recentrer sur soi. Ah oui, c'est vrai que du coup, on en avait déjà parlé, mais si on se concentre plus sur l'aspect faim, on va manger selon sa faim et pas selon ses désirs ou selon... voilà. Exactement, Du c'est coup, ce qu'elle revenait un petit peu, Madame Iskandar, par rapport aux émotions, l'alimentation émotionnelle. Et très très souvent, on le ressent un petit peu hors jeûne, très fortement, et on a du mal un petit peu à s'écouter, à aller en profondeur. Et donc justement, le jeûne va permettre de stimuler ces sensations-là. Ah oui, c'est super. Docteur Tigra, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer en quoi le jeûne est bénéfique pour la santé du coup ? En fait, pour répondre d'un point de vue scientifique par rapport à cette question, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Parce que finalement, on a expliqué que les jeûnes étaient très, très diverses. Jeûnes hypocaloriques, finalement des jeûnes intermittents secs où finalement il y a effectivement une partie importante de la journée, surtout maintenant avec les longues journées d'été, puisque le jeûne finalement est basé sur le calendrier solaire, lunaire, comme vous l'avez expliqué. Donc voilà, finalement il y a des personnes qui vont se priver pendant une partie importante de la journée, mais finalement qui vont rattraper les calories sur la nuit. Donc le bénéfice ne sera certainement pas le même. Donc il faut savoir vraiment de quoi on parle. Et d'un point de vue scientifique, en fait, les études que nous avons sont plutôt repris dans des contextes de jeûne hypocalorique sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc c'est ce vous parlait tout à l'heure. Voilà, les cliniques en Allemagne notamment, effectivement, mais aux États-Unis. Donc voilà, il y a d'autres pays effectivement où ça a du succès, moins ici, moins chez nous. C'est bizarre, hein. Mais voilà, je sais pas, c'est peut-être culturel, mais je pense que les naturopathes essayent quand même de s'approprier. Ils s'approprient un petit peu. Il y a pas mal de centres de bien-être qui essaient d'organiser un petit peu des thérapies de jeûne ou des journées de jeûne, donc par semaine. C'est ça. Mais donc l'avantage de ces centres-là où en fait, on est quasi... c'est une espèce de vacances comme ça, où tout le monde est dans le même rythme, il y a de l'exercice physique. Tout à fait. Voilà, il y a toute une philosophie derrière. Donc, c'est pas uniquement à ce moment-là le jeûne. Mais donc, j'expliquais que en fait, les données scientifiques que nous avons, c'est surtout dans ce contexte-là. Et puis, éventuellement, des gens qui font une grève de la faim, comme ça, pendant des semaines. Et parfois, même l'hydratation est limitée. Donc, c'est sur base de ça qu'on peut vraiment observer ce qui se passe dans l'organisme. Et effectivement, comme expliquait ma collègue, le fait que finalement le système digestif se mette au repos, donc il y a des maladies inflammatoires des intestins qui peuvent s'améliorer, donc ça peut être des indications comme la maladie de Crohn par exemple, donc les patients qui ont du surpoids, les patients diabétiques, mais à condition qu'il n'y ait pas d'excès. Donc ça doit être encadré. Ce qu'il y a, c'est que dans les cliniques de jeûne, ce qu'il y a, c'est qu'en général, c'est encadré, on va dire, par des médecins, des professionnels, des diététiciennes, etc. Et donc, on surveille un petit peu comment s'alimenter. Le risque ici, et on va en parler après, c'est qu'il y a des personnes qui jeûnent pendant le mois de Ramadan, par exemple, mais qui se réalimentent mal. Et là, ils perdent les bénéfices du jeûne, ils perdent tout ce qui pourrait être bon pour leur corps, finalement, lorsqu'on jeûne. D'accord. Eh bien, on va en reparler juste après la pause. On s'arrête quelques minutes. Nous sommes de retour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons du jeûne et de l'impact sur le corps et la santé avec nos 3 experts. Juste avant la pause, on avait un petit peu parlé des effets bénéfiques. Et notre médecin nous avait rappelé que finalement,
le jeûne peut être bénéfique seulement si on le fait de manière respectueuse vis-à-vis du corps et que voilà, on n'est pas dans la suralimentation, la sédentarité. Enfin voilà, il faut pas non plus rester à dormir tout le temps, toute la journée et puis s'alimenter toute la nuit. Sinon, voilà, on n'a pas les bénéfices de ce jeûne. C'est vrai que la difficulté ici avec les journées qui sont très très longues pour l'instant, donc c'est quasi les journées les plus longues de l'année. Finalement, c'est vrai que le coucher du soleil, donc c'est à un petit peu après 21h. Donc finalement, on a très peu de temps pour ingérer finalement ses calories. Et c'est vrai que beaucoup ont tendance à être très très sucrés en tout cas, très très sucrés, et puis avoir des repas qui sont assez gras parce qu'on a l'impression que comme on s'est privé, on a le droit. Mais finalement, quand on fait le calcul global des calories, en fait, on peut arriver finalement à être plus que d'habitude, ouais. C'est possible. Clairement. En tout cas, certains y arrivent. Hein et moi, j'ai toujours peur de manger trop de sucré parce que je me dis, si je mange trop sucré, je vais avoir très soif après. Vous voyez, pendant la journée. Enfin, je sais pas si c'est une erreur de croire ça. Trop sucré et avoir faim au moment de la rupture, vous voulez dire? Non, mais même après, je me dis si je mange vraiment beaucoup sucré et que je bois beaucoup sucré, le lendemain, je me dis je vais avoir trop soif en fait. Justement, en fait, manger déjà très sucré va provoquer l'effet hyperglycémiant. Donc, c'est-à-dire que le sucre va monter très très vite, donc on est fatigué, on est irritable, on a envie de s'allonger, on se sent ballonné, il y a une lourdeur d'estomac qui se crée, donc il y a une certaine conséquence. Mais la faim va vite se faire ressentir. Parce que c'est une énergie qui est tellement simple pour le corps, qui est décomposée très rapidement et très vite digérée, qu'au bout d'une heure, voire 1h30, on va ressentir encore la faim. Donc il y a une fringale en fait nocturne qui peut être malheureusement accompagnée du ftour au suhour, qui malheureusement n'est pas, pour bien organiser le jeûne, n'est pas à mettre cela en place. C'est de vraiment s'alimenter en fractionnement, bien organiser les repas, de débuter par un petit repas sucré et léger. Ensuite, avoir un repas salé et léger et terminer par le repas le plus consistant qui est au moment du suhour. C'est vrai qu'on néglige beaucoup ce repas-là. On a tendance un petit peu à mettre des réserves au moment du ftour, alors que les réserves doivent être mises au moment du suhour, donc qui est le repas juste avant le lever du soleil, donc c'est-à-dire avant notre début de notre journée de jeûne. Donc c'est là où on va vraiment mettre nos réserves au niveau nutritionnel. Et tu disais tout à l'heure, oui, finalement, de cette manière de s'alimenter, on peut aussi être irritable et ça rejoint un peu ce que Madame Iskandar disait par rapport à l'irritabilité quand on est en train de jeûner. C'est-à-dire que ça va dépendre de l'alimentation qu'on aura. Tout à fait. L'irritabilité, les premiers jours de jeûne, c'est tout à fait normal. Qu'on se sent irritable, migraineux, fatigué, épuisé, envie de ne rien faire. C'est normal. En général, au bout de 3-4 jours, le corps va s'adapter. Et donc là, on va moins ressentir cet effet irritable. L'effet irritable, elle est souvent liée à la compulsion, voire sucré. Il faut voir un petit peu comment on s'alimentait avant le jeûne. Donc si quelqu'un est très compulsif au niveau sucre ou addictif au niveau des boissons énergisantes telles que peut-être la caféine, du café ou la théine ou des boissons hyper sucrées, on va avoir cette irritabilité les premiers jours de jeûne, voire ça peut continuer si on continue les soirs venus au moment pour se réalimenter en amenant du sucre, parce on tombe dans un cercle vicieux. Donc le corps se purifie la journée et le soir on ramène encore les aliments qui l'intoxiquent et ça repartit un petit peu pour le lendemain. Donc c'est vraiment important de bien organiser son jeûne en amenant des aliments essentiels mais bénéfiques pour notre organisme, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que notre organisme, tout bouleversement qu'il peut subir, il a besoin pour vivre de protéines, de lipides, de glucides, de vitamines, de minéraux. Donc voilà, même si c'est que 4 heures pour s'alimenter, on doit pouvoir mettre et fractionner ces aliments-là de qualité. Donc on doit plus prioriser des aliments qui nous amènent ce genre de nutriments plutôt que des aliments hyper transformés ou hyper sucrés ou qui créent un peu cette compulsion, par exemple consommant des boissons hyper sucrées ou la caféine tel que le café, ou consommant par exemple du thé. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de jeûneurs qui ont besoin de leur tasse, leur verre de thé à la menthe et ils consomment ça en grande quantité. Et le risque pourrait être également, en plus de l'irritabilité, mais de se vider, avoir un effet diurétique. Ah bah oui. Car elles sont des boissons qui éliminent une grosse partie de nos sels minéraux. Donc, on se vide d'eau. Et le risque du jeûne, le risque premier, c'est la déshydratation. Ouais.
C'est tout simplement ça. Donc il faut vraiment faire attention à la manière dont on se réalimente et ça va vraiment impacter beaucoup de choses. Madame Iskandar, est-ce que le jeûne impacte le lien entre le psychisme et le corps ? Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques, par exemple, pour le psychisme ? Oui, tout à fait. En fait, comme le jeûne, c'est comme on l'a dit, la privation de nourriture, donc ça a déjà un effet sur le corps, mais il y a un effet aussi sur le psychisme. Les émotions changent, l'humeur va changer, et du coup, les personnes qui jeûnent vont avoir peut-être plus de conscience de ce lien entre le corps et le psychisme, finalement. Il y a un peu une remise à zéro, un peu comme Madame El Boustati disait tout à l'heure, c'est là on redécouvre ses sensations. Moi, je sais qu'en tout cas, quand je jeûne, je sens la nourriture, mais j'ai l'impression à 3 km. Ça éveille les sens, en fait. Comme le corps est un peu plus... le fonctionnement de l'organisme est un peu ralenti, puisque voilà, il a moins d'apport, ça éveille la conscience de soi et les sens. Donc voilà, tous les 5 sens sont Moi, éveillés. j'avais lu aussi plusieurs études qui disaient que justement, au moment de la rupture du jeûne, c'est-à-dire qu'au moment où on mange, il y a des hormones de plaisir qui sont diffusées dans le corps. Et un peu comme après un effort physique, quand on va au sport par exemple, c'est un peu des hormones de relaxation, de détente, et qui ont un peu un effet sédatif, antidépressif sur le psychisme. Donc voilà, je sais pas si notre docteur il est au courant de ça, mais en tout cas moi j'avais lu ça et que c'était assez bon en fait finalement pour le psychisme aussi. C'est bien possible, voilà, ça j'ai pas cette notion-là, mais c'est vrai que c'est un challenge avant tout. On se fixe un objectif, le fait d'y arriver, c'est une satisfaction, c'est quelque chose qui peut être utilisé finalement pour d'autres aspects de notre vie aussi. Le fait de se fixer un objectif, de le tenir, donc voilà, c'est une satisfaction. Et c'est aussi, l'organisme est capable un peu de s'adapter à la situation, c'est-à-dire qu'on force le corps à aller puiser dans les réserves, et aller chercher l'énergie, parce que son énergie première, c'est le glucose, c'est les glucides, donc qui le décompose en glucose. Donc c'est la première énergie de notre corps, de toutes nos cellules organiques. Donc se dire là, on force le corps à aller chercher cette énergie-là. Mais sous quelle forme ? Dans des réserves de graisse. Et donc c'est là où il y a la fameuse cétogénique la cétogenèse, donc c'est-à-dire cette transformation énergétique. Donc le corps va aller puiser un petit peu cette énergie du gras en corps cétonique. Et en fait c'est là l'euphorie qu'on va ressentir. Et voilà. Cet effet un petit peu cétogénique, quand on est en état de cétose, on dit qu'on est parfaitement en état d'euphorie. On se sent bien, on se sent léger. C'est un peu ces fameux corps cétoniques qui provoquent un peu cet effet-là au niveau de l'organisme. Parce que c'est vrai que quand on va à la salle de sport pendant plusieurs heures, sur le moment c'est un peu dur, mais après on se sent un peu zen comme ça, un peu apaisé comme ça. Et donc il y a vraiment après le corps, face à la douleur et face à l'effort, face à la difficulté, il sécrète ces fameuses hormones ces hormones de plaisir, et donc c'est quand même important, de se dire tiens, finalement quand on fait des efforts physiques, mais quand l'effort physique reste important, faut pas juste jeûner et puis se dire tant pis, je reste comme ça. Il y a aussi l'effort physique derrière, mais il y a l'effort physique et puis il y a l'effort mental. Donc ça rejoint un peu ce que Monsieur Tigra disait. Oui, finalement, le fait de se mettre des objectifs, de se challenger, on voit aussi beaucoup d'enfants qui ont envie de faire Ramadan d'ailleurs, alors qu'ils sont pas forcément pubères, mais qui se disent moi je veux faire comme les grands, etc. Et tiens, moi j'avais cette question aussi. Pour Madame El Boustati, mais tiens, à quel âge on peut commencer à jeûner ? C'est vrai que l'âge à laquelle on pourrait jeûner, islamiquement parlant, on nous le dit, il faut avoir l'âge pubère pour pouvoir jeûner. Et quand on regarde un petit peu niveau santé, au niveau nutritionnel, c'est pas faux. Parce que juste avant, il y a la croissance, il y a des besoins bien spécifiques, beaucoup plus importants à l'âge de l'enfant. Donc c'est-à-dire de 0 à 8 ans, au niveau cérébral, la construction des neurones, cet équilibre qui se fait, elle est beaucoup plus importante à la tranche entre 0 à 7 ans. Donc se dire, c'est pas faux, quelque part il y a un lien direct avec la nutrition santé, de se dire que oui, l'âge le plus apte, il faudrait être déjà mature mentalement, déjà pubère, donc quelque part mettre en application les préceptes que notre religion islamique qui a été mis en place. Donc elles sont en parfaite adéquation avec la nutrition santé et la santé tout court. Donc j'ai envie de dire, l'âge en lui-même, si un enfant qui n'est pas pubère et qui est en bonne santé, il a 8-9 ans et qu'il a envie de jeûner, par exemple,
pourquoi pas, ça ne va pas lui faire du mal à son corps s'il est en bonne santé. C'est-à-dire, quand je parle de bonne santé, c'est qu'il n'est pas un enfant ectomorphe où il est dans sa courbe de croissance, limite parce qu'il ne prend pas de poids, ou il s'alimente, ou il sous-alimente. Là, on risque de tomber dans un sous-poids ou une limite à anorexie qui risque de le fragiliser. Donc pareil pour un adulte. Donc là, je parle en fait, c'est de manière générale, quand on voit, c'est pas une question d'âge, c'est une question de santé. Le métabolisme, comment il fonctionne. S'il est apte à le faire, il n'y a pas de problème. On peut très bien encourager ce jeune enfant, même de 9 ans. Oui, parce qu'il y a des enfants, ils veulent s'exercer. On entend beaucoup, ils vont s'exercer au ramadan. Je trouve ça drôle. Moi, je me suis jamais exercée. Moi, j'ai commencé à 21 ans. Ça y est, c'était bon. Tu fais ramadan et puis c'est tout. Donc, non, mais je veux dire, c'est vrai, si on n'a jamais. Alors, cette idée d'exercer son corps à jeûner de temps en temps. C'est important de le préparer également. Quelqu'un qui n'a jamais jeûné toute l'année, il ne jeûne jamais, il aura une difficulté durant le mois du ramadan. Là, on parle du jeûne du mois de Ramadan. Donc se dire, c'est difficile pour ces personnes-là. Quand on leur demande, ils sont épuisés, fatigués, n'ont pas d'énergie, alors que le jeûne permet, au bout de quelques jours, avoir un certain regain d'énergie. Et là, ils ne l'ont pas. C'est tout simplement voir leur alimentation, leur hygiène de vie avant le mois du Ramadan. Est-ce qu'ils préparaient déjà? Est-ce qu'ils alimentaient, ils organisaient leur repas, on va dire, sans excès? C'est là, en fait, le travail à faire en amont. Docteur, pourquoi est-ce que justement on entend que le fait de jeûner peut procurer de l'énergie alors qu'en fait on se prive de nos ressources? Donc finalement, en fait, l'organisme va rediriger, on va dire, l'énergie vers ce qui est essentiel pour lui au niveau du fonctionnement, notamment le cerveau. Donc le cerveau, c'est la partie vraiment essentielle, le cerveau, le cœur. Et puis, le système digestif, il sera mis au repos, donc il va consommer moins d'énergie. Et donc, ça fait partie des éléments de la réponse. Et puis, le fait d'être plus léger, le fait d'être éventuellement plus vif, après, effectivement, cette première phase d'adaptation. On va peut-être aborder aussi les questions des personnes qui ont des... des dépendances. Donc c'est clair que quelqu'un qui est dépendant à la nicotine, par exemple, aura plus de difficultés qu'un autre. Et puis voilà, il y a d'autres types de dépendances aussi. On parlait des boissons énergisantes. Les personnes qui fonctionnent toujours avec 5 cafés par jour, des Red Bull, des boissons comme ça, eux le remarquent très très vite en fait. Donc ils remarquent une fatigue excessive, mais parce que leur métabolisme de base n'est pas normal en fait. C'est parce qu'ils ont l'habitude d'être toujours hyper stimulés. Quand ils reviennent à un fonctionnement plus normal, en fait, ils ne s'y retrouvent plus. Oui, eux, ils vont dire l'inverse. J'ai moins d'énergie, mais parce qu'ils consommaient par exemple des boissons énergisantes, etc. Donc forcément. Voilà. Mais s'ils parviennent à tenir le coup, le cap à décrocher le cap des 4-5 jours, finalement, ils vont retrouver un nouvel équilibre. Et finalement, on peut de nouveau avoir des effets secondaires par exemple, la caféine qui chez les personnes qui en consomment beaucoup, ne donne plus d'insomnie. De nouveau avoir de l'insomnie sur caféine parce qu'ils en prennent beaucoup moins que d'habitude. Donc l'organisme il y a une normalisation du corps en fait pendant cette période, quoi. Ce serait bien qu'ils se sevrent, je sais pas comment on dit. C'est ça. Le sevrage, ce serait bien quand même, parce que moi j'ai dû me sevrer du Red Bull. Il y a fut un temps quand j'étais jeune, je buvais beaucoup de Red Bull et en fait je me rendais pas compte que c'était super mauvais pour la santé. Et quand j'ai arrêté, vraiment j'étais en manque de mon Red Bull, quoi. Et c'est vraiment, on précise quand même aux auditeurs que ces boissons énergisantes, elles sont vraiment très mauvaises pour la santé. Et le café, c'est aussi avec modération. On peut vraiment avoir des symptômes physiques. Oui, clairement, des tremblements et tout. Moi, j'avais un manque, j'avais des symptômes physiques, je tremblais et tout quand j'avais pas mon Red Bull, c'était horrible, quoi. Et c'est super mauvais pour le cœur, c'est hyper mauvais pour plein de choses, ce type de boisson. Ok, alors, on fait une petite pause de nouveau, on revient vers vous dans quelques minutes. Donc, on parle du jeûne, de l'impact sur la santé mentale et physique avec nos experts. Donc, restez avec nous sur Arabelle FM. Nous
sommes de retour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons du jeûne et de l'impact sur la santé physique et mentale avec nos spécialistes. Nous avons une psychologue, une diététicienne et un médecin généraliste. Alors, je me retourne vers la psychologue parce que j'aimerais savoir si le fait de se mettre en état de jeûne nécessite une préparation psychique ou physique. Est-ce qu'on peut parler de gestion mentale face à l'abstinence ? Oui, c'est vrai qu'il est conseillé de préparer le jeûne. Comme on l'a dit, finalement, si on se lance dans un jeûne du jour au lendemain et qu'on n'avait pas forcément des très bonnes habitudes alimentaires ou hygiène de vie en général, ça va être plus compliqué. Et comme on l'a dit aussi, il s'agit de finalement, quand on jeûne, ne pas rester finalement allongé toute la journée parce qu'on casse les effets bénéfiques. Donc ceux qui travaillent, il est conseillé de continuer à travailler si bien sûr le travail n'apporte pas une source importante de stress et de surcharge émotionnelle et mentale. Et il s'agit aussi d'éviter, donc par exemple pour le ramadan, comme on jeûne toute la journée, qu'on se prive de nourriture et d'eau, enfin de boire, essayer d'éviter les pensées négatives du type voilà, comment je vais faire pour tenir toute la journée, les journées sont très longues, voilà, se concentrer finalement sur les apports de ce jeûne. Tout est une question d'intention finalement, savoir pourquoi on le fait. Et s'y tenir et se raccrocher à ça. Ça me fait penser, mon fils me disait, parce que mon fils fait Ramadan cette année, alors il me disait ah mais tu sais maman, je préfère aller à l'école quand je fais Ramadan. Je dis ah bon, et pourquoi? J'ai dit d'habitude tu dis pas ça, tu vois. Donc il me dit bah ouais, parce qu'en fait je suis occupée en fait. Il me dit je suis occupée, les journées passent vite et il me dit bah voilà que quand on est à la maison, bah, si on fait pas d'activité, voilà, quand ils sont chez moi ils font plein d'activités, mais je veux dire voilà c'est peut-être que concentrer sur la faim, je ne mange pas. Alors que si tu occupes ta journée, elle passe plus rapidement. Oui, mentalement, tu penses à autre chose et tu t'occupes, quoi. Donc, tu n'es pas concentré que sur ton sentiment de faim, de privation. Ouais. Et alors, c'est vrai que ça aussi, le fait de se mettre des objectifs, un peu comme le docteur disait tout à l'heure, c'est bon aussi, c'est de se mettre des petits projets. Enfin voilà, par exemple, si on se dit je vais rentrer dans un jeûne intermittent ou dans un jeûne complet comme le mois de Ramadan, de pouvoir se dire je vais jeûner tel jour, ça va se passer comme ça, je vais m'organiser de telle manière, je vais m'alimenter de telle manière. Plus en fait, je sais pas si vous confirmez, mais plus on est organisé, plus ça rassure aussi. Oui. De savoir où on va quand on fait ce type d'effort-là. Oui, et d'être fier de soi aussi. Tous ces sentiments-là vont être générés par ça. Donc, le fait de réussir à faire à accomplir ces objectifs, ce qu'on s'était donné comme objectif. Ouais. Et puis peut-être au niveau de la préparation, d'un point de vue psychologique et physique, c'est vrai que voilà, tous les patients qui ont des problèmes de dépendance au tabac, donc voilà, là aussi, il faut se préparer. Oui. Peut-être physiquement et mentalement à y aller peut-être progressivement pour que le sevrage ne soit pas trop difficile. Ça peut être aussi l'occasion finalement de mettre des choses en place, éventuellement être accompagné par son médecin pour passer par des patchs de nicotine par exemple. Et par exemple, ou alors vraiment se dire je vais commencer le jeûne, je vais diminuer progressivement avant le jeûne. Comme ça, il habitue tout doucement son corps à diminuer aussi cette consommation et ne pas être dans des états de manque extrêmes, parce que c'est vrai que ça doit être encore plus difficile pour les personnes qui ont des addictions. Alors moi, je sais que j'ai des mamans parfois qui me disent ouais, en plus ils fument, je vous dis par Ramadan, c'est la guerre à la maison, voilà. Et donc de même pas profiter et bénéficier de ce mois de Ramadan par exemple, parce que justement c'est la guerre en famille. Enfin, alors on disait d'éviter les facteurs de stress, mais une personne qui est en manque, elle est beaucoup plus irritable, et donc le fait d'être dans cette gestion mentale et de pouvoir se projeter, se préparer, ça pourrait être plus bénéfique après, durant le jeûne, je suppose. Ça pourrait aider, et puis on peut aussi discuter de tous les patients qui ont des traitements, les patients diabétiques par exemple, un diabète de type 2 par exemple, qui ne contre-indique pas le jeûne, mais nécessite peut-être l'adaptation des médicaments, donc voilà, il y a beaucoup de médicaments qui doivent être pris à des moments particuliers, donc tout ça c'est important de prévoir et d'en discuter avant, et de s'assurer qu'on est dans des conditions de sécurité pour pouvoir le faire. Et ça c'est quand même le rôle aussi du médecin généraliste, de pouvoir aller chez son médecin généraliste et de poser toutes ces questions, quoi. Voilà, à condition de se présenter. Donc le médecin c'est ça. Pas forcément... Donc le jeûne se prépare bien avant, en amont, du point de vue physique, émotionnel, mais nutritionnel également. C'est vrai qu'on a tendance un peu à se dire, je vais me restreindre.
Trailers, spécialiste me en vente de restreindre remorques, au attachement moment du mort, jeûne. porte-bagages, Mais c'est porte-camionnettes, pas ce et qui ils se vous aident même passe pour le montage ici. et la réparation. Rendez-vous chez Awa Trailers à On a de la Chaussée-le-Mons, pub pendant qu'on 121 parle. Saint-Petersle, ou contactez-nous au Ça 0489 se coupe pas. 77 Je sais pas, je 76. sais pas. Et voilà, on est de retour les amis, donc les petits aléas du direct, on a eu un petit bug là au niveau informatique et on s'excuse, donc on était en train de parler justement de la préparation mentale aux jeunes, donc Madame El Boustati nous disait, oui finalement, même au niveau nutritionnel, avant de commencer le mois de Ramadan ou avant de commencer le jeûne intermittent, si c'est pour les personnes qui s'intéressent au jeûne intermittent, il faut pouvoir visualiser les choses et peut-être même au niveau alimentaire, peut-être faire les choses autrement. C'est clair que pour tout jeûne, tout type de jeûne, hydrique ou quoi que ce soit, ou là maintenant avec le jeûne du mois de Ramadan, on le prépare au niveau nutritionnel. Donc comme disait le docteur, donc on prépare au niveau physique pour les patients qui ont des problèmes, des maladies chroniques qu'on doit pouvoir un petit peu revoir avec son médecin généraliste, les traitements qu'il faut réadapter. Avec Madame Iskandar, excuse-moi. Donc voilà, au niveau psychique, émotionnel, l'irritabilité qui peut être accrue. Et au niveau nutritionnel, ça rejoint en fait, inévitablement, indépendamment. C'est clair que ça va impacter donc l'irritabilité au niveau émotionnel, ça va impacter au niveau physique. Donc la nutrition doit être adaptée bien avant et ne pas se lancer tête baissée, attendre le mois du Ramadan qui s'approche et de se dire on va se diminuer parce qu'on va le forcer, parce que toute la famille le fait et voilà, et on va suivre. Non, justement parce que ça fait du mal au corps, c'est une souffrance pour l'organisme parce qu'il n'a pas eu l'habitude de s'abstenir autant de s'alimenter, donc ça se prépare. Donc c'est-à-dire les personnes qui ont une compulsion qui est présente niveau sucre essentiellement, parce que c'est très souvent ce que je rencontre moi en consultation, les compulsifs donc sucrés qui ont besoin de ce sucre, et très souvent c'est lié aux émotions, à cette alimentation émotionnelle, il faut préparer bien avant. Moi, je propose en général, au moins un mois avant le mois du Ramadan, d'adapter un petit peu l'alimentation en diminuant, en fractionnant un peu les repas pour ceux qui ne mangent pas du tout toute la journée et qui mangent que le soir. On le fractionne, on fait des petits fractionnements de repas durant la journée et on vient diminuer progressivement le dosage, de la quantité de sucre dans son alimentation. Très souvent, je fais le cap du décrochage du sucre. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu ma cure, donc je lance un petit peu la cure du décrochage du sucre et on fait ça sur 15 jours et pour aider vraiment l'organisme à se déshabituer de ce sucre, à ne plus ressentir ce besoin un petit peu sucré, parce que tout simplement un rapport avec la biochimie cérébrale, c'est tout simplement ça. C'est juste le cerveau qui est habitué à cette molécule et qui fait appel à ça parce que l'objectif de notre corps, c'est de nous rendre heureux, de nous rendre bien. Oui. Et donc le but, c'est voilà, quand on mange sucré, on est bien, on se réconforte et donc et le sucre est connu pour être un antidépresseur. Donc inévitablement, ce sucre va nous faire du bien. Mais le souci, c'est que si on n'adapte pas avant le Ramadan, avant le jeûne, ou n'importe quel type de jeûne, on crée cette irritabilité, on crée une perturbation et donc le jeûne ne sera pas bénéfique pour notre organisme. Moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que je leur dis, écoutez, au lieu de manger plein de sucre et d'avoir besoin de, voilà, ils ont de l'hyperphagie comme ça, je dis, il faut trouver d'autres moyens de se donner du plaisir. Ça peut être dans les relations humaines, mais il y a d'autres modes dans la vie, de possibilités de trouver du plaisir. Ça peut être du plaisir à voyager, du plaisir à sortir, du plaisir à faire de la pâtisserie, j'en sais rien, mais je veux dire, il y a moyen de se faire plaisir autrement que uniquement par l'alimentation. Et généralement, ceux qui ont ces compulsions sucrées, et Madame Iskandar peut-être pourra confirmer ce que je dis, mais il y a aussi psychiquement un besoin, enfin, comme vous dites, c'est antidépressif, mais donc du coup, les gens qui ont tendance à beaucoup s'alimenter au niveau sucré, etc., qui ont des compulsions de l'hyperphagie, on a fait une émission aussi sur la boulimie, c'est souvent des personnes avec des carences ou des manques affectifs, émotionnels. Donc, oui, tout à fait. Ça, hein. Ouais. Et après, c'est associé, c'est des conditionnements aussi. Elles ont tellement compensé ce mal-être par l'alimentation que c'est très difficile de changer ses habitudes. Mais avec un bon accompagnement nutritionnel, psychologique et médical, on peut tout à fait changer. L'espoir est là. Ouais, voilà, on espère quand même. Voilà. Alors, moi, je voulais savoir aussi, avec Madame El Boustati, quels sont les aliments à éviter durant la période de jeûne. Donc, ceux qui sont vraiment à éviter pendant qu'on jeûne ou au moment de la rupture du jeûne, évidemment. C'est ça. Donc, essentiellement, c'est de privilégier une alimentation la plus ressourçante et la plus vraie. Donc retour un petit peu aux aliments qui existent à l'état naturel. Donc ça veut seulement dire ça, l'alimentation ressourçante. Donc le plus vrai possible. Donc on évite les aliments hyper sucrés,
hyper transformés, ultra transformés, tous les aliments chimiqués, donc c'est-à-dire des plats qui sont, on va dire, fast-food, on va rompre son jeûne un petit peu à la rupture de jeûne, manger par exemple, je cite style des durum ou des plats qui sont ultra transformés et non faits maison. Oui, c'est problématique parce qu'on va ressentir un système digestif qui sera très alourdi, on va sentir des effets ballonnants, donc tous les maux digestifs seront présents. Donc privilégier une alimentation la plus saine et la plus équilibrée, en répartissant, en amenant dans son assiette, donc moitié de l'assiette de légumes, le quart de féculents et le quart de protéines. Alors les aliments à éviter, de 1, on a dit ultra transformés, de 2, hyper sucrés, donc toutes les sucreries ou les pâtisseries fameuses, typiquement liées au ramadan, telles que la shbekia ou la makrout, souvent c'est ce que les mamans ou les femmes préparent. C'est transformé ça? Non, c'est pas transformé, mais c'est très sucré. C'est la dose de sucre. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est pas interdit. Mais c'est juste que le dosage de sucre, c'est beaucoup trop important. Et des personnes vont consommer ça, mais en associant avec du pain ou avec des petits salés, plus ça. Et quand on calcule un petit peu le dosage de sucre, de glucides, ben on dépasse, ça explose. Donc on s'étonne après pourquoi on se sent fatigué, ralenti, qu'on a du mal à faire la prière de la nuit et ainsi de suite. Donc ça vient impacter également au niveau spirituel. Donc voilà, pour profiter vraiment pleinement de ce jeûne, pour qu'on ait vraiment ce côté un peu plus spirituel et beaucoup plus léger, il faut que le corps puisse suivre. Et pour cela, éviter les aliments ultra transformés, hyper sucrés, mais également les viandes. Je déconseille durant le mois du Ramadan. Donc les viandes rouges essentiellement. Donc volaille, dinde, poisson, les œufs ou tout ce qui est végé est autorisé. C'est fortement conseillé plutôt que la viande rouge telle que le bœuf, la viande de mouton. Pour la seule et unique raison, c'est que la prise alimentaire, la rupture de jeûne se fait en soirée. Et c'est beaucoup trop tard au niveau digestif de digérer les protéines un petit peu de la viande rouge, qui est beaucoup trop lourde pour le système digestif, parce qu'on sait tous que la digestion, elle est très énergivore. Et donc, ça vient prendre énormément d'énergie et ça épuise le corps. Et ça peut durer jusqu'une grosse partie de la nuit, c'est-à-dire que ça vient empiéter sur le sommeil. Et donc, si le sommeil n'est pas réparateur pendant le jeûne, ça engendre, ça va induire quelque part au niveau émotionnel, comme elle rejoint un petit peu Madame Iskandar par rapport aux émotions, à l'irritabilité. Donc c'est indépendamment lié. Pour vraiment avoir cet équilibre médical, émotionnel et nutritionnel, évitons donc ce genre d'aliments. Par rapport aux boissons, ça serait essentiellement le café, le thé, tout ce qui est théine, caféine, les boissons hyper stimulantes à éviter, parce que le risque du jeûne, c'est la déshydratation, le fait d'amener des boissons qui sont fortement diurétique risque un peu de nous vider un peu de notre eau. Donc c'est pas le but pendant le jeûne du Ramadan. Justement, on doit avoir des boissons qui nous permettent de retenir un maximum d'eau. Donc à part de l'eau, l'eau essentiellement, ou le bouillon. Rassurez-moi, mon café, je peux continuer à le boire. Hein. Alors bien sûr, tout serait interdit. Non, l'interdiction totale, non, c'est un dosage. C'est-à-dire quand je parle d'éviter, c'est l'excès. On parle d'excès. Donc, c'est-à-dire le café, au-delà des 3 tasses ou des 3 mugs, parce que maintenant, c'est les mugs. Hein. Ah ouais. Donc, au-delà des 3 mugs, c'est énorme pour l'organisme. C'est beaucoup trop, surtout que c'est du ftour au suhour, et quand on calcule le nombre d'heures, c'est très, très peu d'heures. Et donc, la caféine peut vite jouer sur l'effet biochimie cérébrale et provoquer cette compulsion ou cette irritabilité durant la journée de jeûne, alors que le corps s'est adapté à ce jeûne. Donc c'est tout simplement ça. Donc évitons essentiellement ce genre d'aliments pendant le jeûne. Mais ça pourrait être jeûne du mois de Ramadan, mais également dans les jeûnes thérapeutiques, ça a fait les mêmes effets. Docteur Tigra, du coup, moi j'avais aussi envie de vous poser la question, est-ce que dans quelles conditions on peut conseiller le jeûne et dans quelles conditions on doit le déconseiller en tant que médecin? Je dirais que globalement, on peut le conseiller à tout le monde. Pour le déconseiller, c'est difficile d'avoir une réponse comme ça tranchée, parce que voilà, le jeûne en été, c'est pas pareil que le jeûne en hiver où finalement on saute à peine un repas, donc les journées sont plus courtes. Mais globalement, on va dire le patient diabétique qui n'est pas équilibré, ben là c'est priorité pour sa santé et on doit justement éviter ces yo-yo d'hyperglycémie et puis éventuellement d'hypoglycémie, parce que c'est pas évident finalement d'équilibrer finalement qu'on apporte de l'insuline par voie exogène. Éventuellement les patients avec une insuffisance rénale avancée,
chez qui la déshydratation peut être problématique quand c'est des longues journées, surtout quand il fait chaud, des patients avec des calculs rénaux qui peuvent faire des complications. Mais c'est vraiment... je pense que chaque situation doit être analysée au cas par cas parce qu'il y a plein de paramètres et souvent le jeûne peut avoir un impact positif. Parfois, voilà, c'est la façon dont il est fait qui finalement va induire les problèmes ou les patients qui n'osent pas ou qui n'abordent pas la question avec les médecins traitants et donc finalement la poursuite des traitements dans des conditions autres vont entraîner des effets secondaires éventuellement. Moi je vois parfois des patients qui sont malades, qui sont sous traitement et qui jeûnent quand même et qui prennent leur traitement la nuit, mais sans avoir vraiment consulté leur médecin pour savoir si c'était ok de le faire, quoi. Enfin, de manière générale, on peut dire que le jeûne, il est déconseillé à partir du moment où il est mauvais pour le corps et l'esprit d'ailleurs. Mais je veux dire, à partir du moment où c'est pas bon pour soi, enfin, où l'effet est néfaste, on ne peut pas jeûner, je pense. Hein. Et ça, même dans la religion. Hein. Oui, c'est exactement ça. Je veux dire, le Coran, alhamdoulilah, nous le permet. Les personnes malades ne peuvent pas jeûner. De se dire que si pour ta santé, tu sens que voilà, c'est un risque, il faut s'abstenir. Et c'est vrai qu'on est dans une société où, très communautaire où on a tendance un petit peu à se dire c'est une question de courage. Ce n'est pas du tout une question de courage parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des traitements complètement inadaptés où le fractionnement ne peut pas se faire, la répartition donc avec le médecin, c'est pas possible. Donc il est important d'écouter donc quelque part l'avis du médecin en premier. C'est ce que je dis à mes patientes majoritairement. Et ce que je dis également, c'est qu'il y a une grosse partie aussi des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et très souvent on sous-estime et on ne leur met pas en garde que c'est un risque pour eux le jeûne. Et moi, quand je reçois en consultation des jeunes filles qui ont un poids plume et qui ont du mal à s'alimenter déjà de base, et encore forcées parce qu'on récupère à peine, on se bat pour récupérer 1 ou 2 kilos pour remonter un peu la pente, et puis bam, le ramadan arrive, on les repère très facilement, elles ont du mal et elles n'ont pas été rassurées quelque part au niveau de leur entourage ou n'ont pas eu ces connaissances autour, où on n'en parle pas suffisamment. Et moi, je dis réellement, les troubles du comportement alimentaire, quand il y a vraiment un trouble assez profond, il faut absolument éviter de jeûner. Vous déconseillez. Voilà, je déconseille totalement le jeûne parce que là, on crée, le jeûne ne va pas aider à ce trouble parce que le trouble justement, c'est qu'il se restreint de s'alimenter. Le souci, c'est que les gens considèrent les maladies que si elles sont physiques et pas psychiques. Enfin, moi, j'ai remarqué ça aussi. Moi, je pense par exemple aussi aux patients qui sont sous neuroleptiques. Enfin, il faut se rendre compte qu'on peut pas arrêter les neuroleptiques. Hein. Donc, on peut pas arrêter ça comme ça. Souvent, c'est donné quand vraiment il y a une dérégulation au niveau du cerveau. C'est une maladie grave. Ce sont des maladies psychiques graves. Et on peut pas tout arrêter comme ça pour le mois de Ramadan. Enfin, nous, on peut voir aussi des décompensations. Donc, c'est vrai que ce soit une maladie physique ou psychique, c'est une maladie. Et à partir du moment où c'est une maladie grave et qu'elle est avérée, il faut vraiment faire très attention aux jeunes, je pense. Enfin, je sais pas si... Moi, je dirais à partir du moment, pour les maladies psychiques, parce que c'est mon domaine, mais à partir du moment où il y a une médication, donc que l'état est assez sévère, comme vous l'avez dit, on ne peut pas arrêter comme ça la médication. Donc, il ne faut pas se lancer dans un jeûne si on est sous contrainte médicamenteuse et surtout sans en parler à son médecin. Donc, tous les troubles psychiques, comme vous avez dit, les troubles anxieux, les dépressions sévères, les troubles de l'humeur, bipolarité, dépression, tout ça, il ne faut pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Et les troubles du comportement alimentaire, bien sûr. Ouais. Et pour les dépressions, je sais que certains médecins vont dire ça dépend, parce que pour les dépressions, ça va, tu peux encore décaler. Si c'est juste des antidépresseurs, tu peux décaler la prise de l'antidépresseur. Mais pour les neuroleptiques, c'est pas si évident que ça de décaler l'heure où tu vas prendre le médicament, tu vois. C'est vrai que globalement, je disais, c'est difficile d'avoir finalement un discours très très tranché. Oui, c'est cas par cas. Dire que telle pathologie, on peut ou on peut pas. Quelqu'un qui a de grosses angoisses, qui est sous benzodiazépine en plusieurs prises par jour, la perspective du mois du Ramadan et du jeûne peut être l'occasion de se dire, mais voilà, est-ce qu'on n'entamerait pas, comme vous disiez, 1 mois avant déjà, de préparer le corps. De préparer le corps, de diminuer progressivement, de voir comment le corps s'adapte, parce que c'est vrai que le corps est une machine aussi. Finalement, on s'habitue à un fonctionnement, et puis on se rend compte que les médicaments ne fonctionnent pas, on est dans l'escalade, on doit encore augmenter donner une dose plus forte, les posologies. Et moi, je suis assez d'accord, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très chouette, parce que moi, j'avais certains patients qui sont sous antidépresseurs ou anxiolytiques, et où le médecin, anticipativement, avait justement
justement proposer de diminuer pour préparer au Ramadan. Mais j'ai vu quelques patients comme ça, pas beaucoup, mais quelques-uns, et j'ai trouvé ça chouette justement, de dire tiens, on va faire plus que le matin et le soir, par exemple, et alors savoir que on le prend au moment du ftour et puis on le prend au moment du suhoor, et généralement ça s'est bien passé. Et après, on sait aussi qu'il y a quand même des effets très calmants et antidépressifs pendant le Ramadan, donc je dirais que la dépression, ça va dépendre un petit peu de à quoi elle est liée, peut-être. Est-ce que c'est lié à un trouble de la personnalité ou est-ce que c'est lié à des angoisses, etc. Et voir la posologie, mais toujours voir avec le médecin, quoi. Le médecin, le psychiatre, voir... voilà, généralement, en tout cas, je sais que souvent, dans tout ce qui est psychose, c'est très déconseillé d'arrêter les traitements pendant le Ramadan. Maintenant, tout ce qui est dépression, mais légère, anxiété légère, c'est faisable, quoi. Voilà, c'est faisable. Ouais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Dr Tigras, c'est un peu du cas par cas, finalement. Le médecin, enfin, les spécialistes psychologues, diététiciens, ils doivent un peu évaluer chaque situation. On peut pas faire une généralité en disant, voilà, tous ceux qui ont ça, allez hop, dans ce paquet-là, tous ceux qui ont ça, ceux-là tu peux pas. C'est un peu compliqué, hein. Donc n'hésitez pas du coup à consulter, parce que c'est vrai que c'est important d'aller demander aux spécialistes, tiens, qu'est-ce que je fais, parce que il y en a qui font vraiment à l'arrache. Enfin, moi, j'en vois dans mes patients, c'est à l'arrache. Non, moi, c'est comme ça, je prends mes médocs la nuit et c'est comme ça, et puis c'est tout, et je fais Ramadan alors qu'ils sont très malades et que c'est vraiment déconseillé, quoi. Oui, parce que c'est l'intérêt spirituel et se dire que c'est la seule forme, c'est le mois où on se restreint de manger, alors qu'il y a d'autres. Mais c'est pas parce que tu jeûnes pas. Il y a d'autres moyens de pouvoir se rapprocher, d'avoir cette transcendance, se dire que voilà, il y a la prière, il y a l'aumône, il y a plusieurs façons d'aider un petit peu les ASBL. Il y a plusieurs formes pour ceux qui ne jeûnent pas de faire et de ressentir un peu cette relation, on va dire verticale, différemment que les autres mois. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire on le ressent mieux parce qu'il y a cette spiritualité qui augmente, ma foi qui est nourrie, parce qu'on nourrit pas le corps mais on nourrit la foi, mais on peut la nourrir autrement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les personnes devraient accepter que c'est pas parce qu'on ne jeûne pas que forcément notre Ramadan est mauvais, ou que ce mois ne peut pas être, on peut pas en tirer des bénéfices. Voilà, comme tu disais, on peut nourrir des pauvres, on peut soutenir des associations, des choses comme ça. Il y a moyen de faire plein de choses pendant ce mois. Donc, c'est pas que l'abstinence de nourriture qui fait qu'on est proche de Dieu finalement, en tout cas pour les personnes qui sont croyantes. Donc, j'avais une autre question à Madame Iskandar, mais du coup, quels sont les bienfaits psychologiques du jeûne? On l'a dit, en fait, le jeûne en tant que tel, il est thérapeutique. On le voit même avec toutes les cliniques qui peuvent naître à ce niveau-là. Et le fait de s'abstenir de manger, comme on l'a dit, ça remet un peu à zéro finalement l'organisme et ça libère ce qu'on appelle la sérotonine, l'hormone finalement du bonheur. Et donc ça permet d'avoir un certain calme intérieur et voilà, un bien-être, et ça permet de résister aussi plus facilement au stress. Il y a même une étude récente de 2019 qui a montré en fait l'effet tampon du jeûne. Là, dans cette étude, c'était le jeûne du Ramadan, sur l'intensité des émotions. Donc le fait de s'être privé de nourriture pendant tout ce mois, enfin, en tout cas la journée, les personnes sont plus en contact avec leur intériorité, donc la conscience de soi, l'introspection, tout ça, et donc ils géraient mieux leurs émotions. Ça permet de lisser un peu les humeurs après, bien sûr, les 5 premiers jours, comme on l'a dit, qui peuvent être difficiles. Mais une fois que le corps s'est adapté, on voit vraiment un effet bénéfique sur le corps et sur le mental. Oui. Ouais, donc ça purge un peu pour tout le monde, enfin, dans tout ça, tant sur le corps qu'au niveau psychique. Il y a cet aspect, mais voilà, je me reconnecte un peu à moi-même et je suis plus au fait avec mes sensations et donc du coup avec mes émotions aussi. Ouais, un autre rapport à soi, à son alimentation. Si on prépare le jeûne aussi avant, c'est le moment de se poser des questions sur son hygiène de vie, sur son alimentation. Ça peut remettre en question pas mal de choses et aller vers un meilleur être finalement. D'accord. Madame El Boustati, est-ce que le corps s'habitue au jeûne ? Tout à fait. Il a besoin de, comme disait bien Madame Iskandar, c'est au bout de 5 jours, on s'adapte très très facilement et le corps humain s'adapte à toute situation. Donc le jeûne, oui, il a besoin d'un petit temps et il s'habitue très très vite à cette abstinence de se nourrir parce qu'il va aller puiser un peu cette énergie dans nos réserves, l'énergie première qui est, comme on avait répété, comme je le répète, le glucose, donc les glucides, donc vont être puisés dans nos réserves de graisse et donc le corps va s'adapter, va trouver son équilibre. Donc
le corps, on ne le fait pas du Il mal. tend à chaque fois vers l'équilibre, en fait. Exact. Et donc, C'est son il va tout le objectif temps. premier. Voilà. Le corps humain tend vers l'équilibre. Trouver un peu cet équilibre avec cette homéostasie, se dire que c'est le corps humain, c'est l'objectif premier du corps humain. Donc oui, il s'adapte à toutes les situations. Et également donc, à cette situation-là de jeûne. Ok. Docteur Tigra, est-ce que le fait de jeûner affecte le sommeil ? Ça, on s'est posé la question. Oui, donc ça pourrait affecter le sommeil, mais déjà, donc, le premier aspect, c'est finalement le fait qu'on a un coucher du soleil très tard et éventuellement, pour ceux qui se lèvent, parce que je sais que beaucoup de personnes ne se lèvent pas, et donc concentrent les apports au niveau du coucher du soleil. Mais donc, déjà, le fait de se réveiller dans la nuit pour compléter finalement ses apports et puis de retourner se coucher après la prière. Donc il y a ça déjà qui finalement la nuit est morcelée d'un point de vue organisationnel du fait de nos longues journées. Donc ça c'est aussi un challenge finalement parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'aspect nutrition, alimentation et les implications, mais c'est vrai que la privation de sommeil finalement, pour ceux qui doivent quand même se lever à 8h du matin ou à 7h ou à 6h. On doit aller bosser, hein. Voilà, pour démarrer la journée. Donc, c'est pas évident. Donc, si on a l'occasion de faire une petite sieste en début d'après-midi, voire dans la soirée, mais pas trop longue, pour que ça empiète pas sur la nuit, ça pourrait être une bonne chose pour compenser. Le fait aussi de manger de manière trop abondante, on peut avoir aussi une gêne liée à du reflux par exemple et un sommeil qui soit moins confortable. Le fait de prendre finalement ces substances, donc la caféine par exemple ou d'autres, juste avant le coucher, puisque finalement il y a très peu de temps, donc ça peut perturber le sommeil. Voilà, ça dépend un petit peu comment on s'organise. En fait, on peut finalement adapter les choses pour faire en sorte que ça ne le soit pas. Ouais. Mais donc, il faut essayer de faire preuve de créativité. Le sommeil, ça reste important de toute façon. Ah oui, et là, c'est vrai que si on est privé de sommeil, on se prive de sommeil et d'alimentation, c'est quand même... Autant que le glucose peut-être. C'est ça. C'est un équilibre, hein, le sommeil, pour qu'il soit réparateur, c'est aussi un lien avec l'alimentation. Donc si on fait une fringale nocturne, voilà, on la transforme en orgie nocturne, ça devient problématique et ça vient empiéter sur l'équilibre du sommeil. Et donc l'équilibre du sommeil va empiéter sur l'équilibre physique. Et donc c'est indépendamment lié. Et donc il faut un équilibre, manger plus léger et digeste pour ne pas empiéter sur le sommeil, pour avoir un sommeil réparateur, démarrer sa journée progressivement, faire des siestes comme le dit si bien le docteur. Donc c'est de pouvoir travailler sur cet équilibre-là et ne pas négliger l'un ou l'autre, c'est lié. Ok. Je voulais revenir aussi vers Madame Iskandar. Comment les sensations corporelles, notamment liées à la faim, peuvent avoir un impact aussi sur l'état émotionnel des personnes qui sont en état de jeûne ? C'est vrai, surtout peut-être au début, ça peut être assez compliqué parce que les premiers jours, comme on l'a dit, il peut y avoir des maux de tête, des nausées, de la fatigue, donc ça va jouer sur la gestion des émotions. Il y a aussi certaines personnes qui sont entre guillemets plus grincheuses quand elles ont faim, donc voilà, tout ça est lié. Mais comme on l'a dit, finalement, si on le prépare bien et que c'est une question d'intention, si tout ça est bien préparé, je pense que la personne ressentira moins les effets néfastes ou potentiellement négatifs de la faim sur son état émotionnel. C'est vraiment qu'elle sache pourquoi elle se lance là-dedans, en fait, quels sont ses objectifs, pourquoi elle le fait. Et si tout ça, elle est au clair avec ça, je pense qu'elle surpassera très bien, elle s'adaptera, que ce soit son corps ou son esprit, à ce C'est une jeûne. question de représentation mentale et de sens qu'on met sur l'acte qu'on fait. Voilà, tout à fait. Oui. D'accord. Et donc, si on met du sens, forcément, c'est beaucoup plus simple à gérer par la suite. Oui. D'accord. Je voulais aussi poser une question, revenir un peu sur ces fameux aliments. Tout à l'heure, vous avez parlé des aliments à éviter. Maintenant, quels sont les aliments à conseiller ? Voilà, donc pendant le jeûne, à la rupture du jeûne, il est essentiel d'amener immédiatement à ce corps qui ressent cette fatigue, cet épuisement, parce qu'on est en hypoglycémie, limite on a envie de dévorer tout ce qu'il y a sur la table, parce qu'on mange avec les yeux. Il faut débuter, lui amener le sucre dont il a besoin pour retrouver un équilibre. Et pour cela, c'est d'amener un repas léger et sucré.
Donc très souvent, on amène des repas qui sont très riches, très consistants dès le départ. C'est l'erreur que beaucoup font pour éviter de ressentir les maux digestifs. Donc cette lourdeur au niveau digestif ou des ballonnements ou tout simplement des crampes ou des reflux. Donc ça, il faut privilégier des aliments sucrés et légers. Donc ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, débuter par un verre d'eau et des dattes. Typiquement, comme le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, nous l'a enseigné et le mettant en pratique, quelque part, la nutrition santé est en parfaite adéquation avec la médecine prophétique. Donc se dire, il y a un lien déjà à ce niveau-là, c'est parce que les dattes vont amener du sucre pour resucrer un peu le corps, lui amener en niveau, et l'eau, hydrater le corps parce que toute la journée, il n'a pas bu, donc on est en déshydratation. Donc déjà, cet équilibre-là est parfaitement en adéquation. Donc se dire, ça pourrait très bien être une salade de fruits, ça pourrait être un smoothie, ça pourrait être un jus de fruits, légumes, 60% de légumes et 40% de fruits pour le jus, de venir amener vraiment tous ces types de plats à la rupture du jeûne. Et idéalement, c'est de faire une petite pause pour passer au repas suivant. Et quand j'ai la pause, c'est de profiter de ce moment-là pour aller faire sa prière de l'Maghrib ou tout simplement d'attendre un petit peu, faire sa prière et d'attendre une bonne petite demi-heure. Et là, c'est faisable parce que la rupture du jeûne est plus ou moins à 21h. Faire une pause jusqu'à 20h30, on va dire, voire 10h moins quart, pour débuter le second plat, qui est un repas léger et salé pour éviter qu'il empiète le sommeil. Parce qu'on va aller dormir juste après. Oui. Donc c'est juste avant l'Aïcha. Donc se dire que là, la prière du soir, donc là on vient s'alimenter avec un plat. On amène le bouillon, du bouillon, ça pourrait être la fameuse le potage national, la harira nationale du Maghreb, pour les Algériens. Pour les Algériens. Ouais. Donc se dire c'est des plats qui pourraient aussi qui peuvent faire partie de notre table si elles sont bien dosées. Quand je dis bien dosées, ça veut dire l'apport en glucides, parce que c'est vrai qu'elles sont très très vite enrichies. On met de la farine, on met des pois chiches, des lentilles, puis on vient mettre des vermicelles, les petites pâtes aussi dont l'index glycémique est très élevé. Donc tous ces aliments à index glycémique élevé, il faut plus privilégier des aliments à index glycémique bas, donc avec des fibres plus complètes. C'est ça qu'il faut plus se tendre plutôt que d'amener des plats qui sont typiquement très riches en gras ou en sucre. Privilégier des légumes, parce qu'on oublie très très vite les légumes, il y a une absence totale de légumes à la table du ftour, et puis amener une source de protéines, ça pourrait être volaille, poisson, dinde ou végis, ou tout simplement des lentilles, des pois chiches, ce genre de protéines végétales, et d'amener une source de féculents. Ça pourrait être du riz, ça pourrait être du quinoa, une petite dose, écouter son corps, parce que c'est vrai que l'appétit se réduit très très vite. Donc on écoute son corps, on portionne dans des petites assiettes et pour pouvoir ressentir la satiété. Et là, on peut s'hydrater après en dehors du repas et aller prier l'Aïcha et pouvoir aller s'endormir juste après, donc pas trop tard. Donc je conseille d'aller s'endormir vers 11h, 11h30 pour pouvoir avoir le temps de se réveiller au suhour et de débuter un repas au moment du suhour, donc le dernier repas. Moi, ce que je propose, Dis-moi. le suhour, tu vas nous en parler juste après la oui, pause. bien sûr. Ça va? Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'on mange aussi au suhour. Et donc, et nos auditeurs sûrement aussi. Mais on doit s'arrêter pour une petite pause. Donc, tu nous le dis juste après la pause. Ça va? Donc, vous êtes obligés de rester avec nous pour savoir ce qu'on va manger au suhour. Tada! Voilà, chers auditeurs, alors vous êtes avec nous dans Santé pour tous, dernière partie. Alors en off, on s'amuse bien, hein. On parle de nourriture, on parle de cuisine, c'est très chouette. Je profite que Madame El Boustati soit là pour gratter des conseils, parce que comme vous le savez, je suis nulle en cuisine, c'est même plus un secret. On en rigole tellement sur les réseaux que voilà, donc du coup, je gratte les informations, mais c'était très chouette. Alors, juste avant la pause, justement, Madame El Boustati nous disait avec quoi couper son jeûne le soir, quoi manger, hein, elle nous a expliqué en petites portions, de manière un peu variée, des choses qu'on aime, hein, aussi, s'écouter, écouter son corps comme vous l'avez dit, et juste avant vous alliez nous expliquer ce qu'on allait manger le matin aussi, donc c'est ça. Donc juste avant le lever du soleil, donc on appelle ça le repas du suhour. Et c'est vrai que on me relève par rapport à la nuit. C'est clair que ceux qui prient, qui veulent prier un petit peu juste après la prière de l'Aïcha, la prière de Tarawih, les prières surrogatoires, bien sûr qu'il faut s'organiser pour pouvoir ne pas empiéter sur leur sommeil et avoir suffisamment de temps pour bien dormir et bien récupérer durant la journée pour ceux qui travaillent. Donc voilà. Mais moi je précise quand même qu'à la mosquée, ils font Maghreb et l'Aïcha ensemble. Et ils font une unité de Tarawih, je crois.
C'est ça. Parce que Je de pense toute que façon, avec chacun le peut le confinement, ils faire, peuvent pas. En tout cas, la grande mosquée, c'est comme ça. Moi, j'habite en face de la grande mosquée. Ils ont réouvert. Il y a que 15 personnes qui peuvent aller Ah, prier. ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai essayé de savoir, il faut s'inscrire quelque part pour pouvoir rentrer. Et ils m'ont dit non, c'est comme quand c'est les soldes. Tu vois, tu pousses et tu dis non, c'est la guerre. Les 15 premiers rentrent et puis les autres, ils peuvent pas rentrer. Donc il y a 15 personnes chez les hommes, 15 personnes chez les femmes qui peuvent rentrer. Et c'est juste à l'heure de Maghreb. Donc là, tu pries Maghreb, l'Aïcha et Taraweh. Au même moment à cette grande mosquée-là. Voilà. Mais je sais pas pour les autres mosquées comment ça se passe. Mais donc Rachida ne disait Voilà. pas qu'on ne peut pas prier. C'est ça, c'est Et d'ailleurs, pas mon l'exercice objectif. physique est très bon. Donc prier Tout à Taraweh, fait. c'est très bien. Et pour éviter, même pour digérer, c'est bien aussi. Exactement, donc on évite l'excès alimentaire pour éviter aussi de ressentir cette lourdeur au moment de la prière aussi, parce qu'il y en a plein qui vont se prosterner et puis vont ressentir un peu les remontées acides ou le bol alimentaire qui remonte. Là, c'est déconseillé aussi. Donc, une fois qu'on a fait ça, on passe, on dort bien. Et pour se réveiller au moment du suhoor, donc juste avant le lever du soleil, et pour privilégier un repas qui est salé et consistant. Alors ceux qui ont la capacité, évidemment. Ceux qui n'ont pas la capacité digestive de consommer ce genre de plat, quand je dis plat consistant et salé, ça pourrait être un petit déjeuner classique avec du pain au levain pour le ressourcer en profondeur notre intestin, amener par exemple une source de graisse, du beurre, de l'huile d'olive extra vierge, ou tout simplement amener une source de protéines, des œufs, du saumon fumé, ça pourrait être de la charcuterie de dinde de qualité, ça pourrait être des fromages affinés. Donc tout ça, on peut très bien consommer pendant le suhoor. Ceux qui n'ont pas cette capacité, pas cet appétit, pouvez tendre vers, par exemple, le fameux porridge d'orge, la telbina, qui est connu un petit peu en médecine prophétique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait fortement de le consommer pour ressourcer le corps, pour dynamiser, pour sa richesse en tryptophane, qui est une protéine essentielle et précurseur de l'hormone du bonheur et du bien-être. Donc ça, c'est une chose, ou ça pourrait être des porridge d'autres types de céréales complètes. Et c'est quoi la talbina, je veux dire C'est typiquement du porridge d'orge, donc c'est-à-dire de la farine d'orge mélangée avec du lait végétal ou du lait cru de la ferme. Ça pourrait être tout type de lait. On le mélange tout simplement, le touille et ça devient comme une bouillie. Et cette bouillie, on peut l'additionner avec ce qu'on veut, des fruits frais, des fruits secs, des fruits oléagineux. Donc on est libre de l'ajouter, faire du topping, donc le topping de notre choix, et de le consommer au moment du suhoor. Et là c'est parfait parce que ça amène tous les nutriments dont on a besoin. Des protéines, on amène des glucides lents, et donc on ressource le corps en profondeur et on évite aussi d'empiéter le sommeil parce qu'il y a un deuxième temps du sommeil pour ceux qui vont se recoucher et se réveiller peut-être vers 8h ou 9h pour ceux qui travaillent un peu plus tard. C'est catastrophique. Je sais pas comment font les autres, mais moi j'ai l'impression qu'une fois qu'on a mangé, c'est comme si mon corps était rallumé et j'ai l'impression que c'est difficile de se rendormir après qu'on ait mangé, quoi. Genre, je vais me rendormir, mais peut-être à 6h30 du matin et je me lève à 7h. Ouais, c'est ça. Mais ceux qui travaillent, ceux qui doivent travailler à 8h, idéalement, c'est de dormir un petit peu pour pouvoir se réveiller, ou ceux qui travaillent, qui travaillent très tôt, là ils vont rester peut-être réveillés. Voilà, c'est une organisation, ça demande vraiment du temps et c'est important d'éviter d'empiéter sur le sommeil. Donc ça, c'est l'équilibre alimentaire qui va venir vraiment aider cet équilibre interne pour avoir un intérêt spirituel, mais également physique. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à lier le jeûne du mois de Ramadan juste à l'intérêt spirituel, mais elle a aussi notamment un intérêt totalement physique, santé, qui est non négligeable. Docteur Tigra, quelles sont les réactions physiologiques qu'un jeûneur peut s'attendre à vivre s'il doit faire face à des privations dues justement aux addictions, telles que celle de la nicotine et la caféine dont vous avez parlé tout à l'heure? Donc, quelles sont les réactions qu'il va ressentir dans son corps? Ça peut être des tremblements, de l'anxiété, ça peut même être parfois des douleurs physiques, des courbatures. Donc les dépendances peuvent donner ça. Donc l'irritabilité, l'hypoglycémie, donc la fatigue, la somnolence, les maux de tête, qu'est-ce que j'oublie comme effet secondaire, donc l'influenza, l'hypotension, donc des patients qui vont faire des malaises, mais donc quelque part, des crampes aussi. Des crampes, effectivement. Et donc on se posait la question finalement de qui peut jeûner, qui ne peut pas jeûner. Et en fait, l'organisme va répondre à cette question parce que si on s'évanouit par exemple, on doit couper le jeûne. Voilà, il y a un souci, donc on se remet en question. Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que il faut être à l'écoute, de son corps, de son organisme.
Mais donc c'est vrai que si on a des addictions avant le jeûne, il faut essayer de gérer ça au mieux pour se préparer, parce qu'on peut avoir tous ces effets que vous venez de citer, ça fait quand même assez peur, quoi. Et de réduire progressivement. Donc quelqu'un qui consomme 4, 5, 6 tasses de café par jour, ça existe, des patients qui consomment 1 litre comme ça par jour. Ben voilà, si on passe d'1 litre à rien, ben là forcément on est sûr d'avoir des effets secondaires importants. Donc après, il faut, donc on peut gérer ça de manière progressive, donc en maintenant quand même 1 ou 2 cafés pour que ça se passe bien. Et puis finalement, c'est l'occasion de se rendre compte qu'on est dépendant aussi, parce que parfois on boit l'une ou l'autre boisson, par exemple, où on fume, on pense fumer par exemple par plaisir, et on n'a jamais fait l'expérience finalement du manque, parce que voilà, on n'a jamais été confronté au fait de ne pas devoir fumer. Ben, voilà, c'est l'occasion ce mois-là aussi de se remettre en question par rapport à ça et se dire mais finalement cette substance, j'en ai besoin, j'ai un comportement finalement d'addiction par rapport à ça, et c'est pas simplement un choix, donc voilà, donc il faut peut-être que je me remette en question. Le sucre, finalement, ça joue sur mon humeur. Finalement, est-ce que j'ai besoin d'autant de sucre? Est-ce que beaucoup font l'expérience quand on essaie de supprimer les sucres rapides par rapport aux enfants, on se rend compte que les enfants peuvent, après quelques semaines, avoir moins d'agressivité. Oui. Donc c'est vrai que ça a quand même un sacré impact du fait d'avoir des addictions et de se retrouver comme ça. Mais alors des addictions, c'est pas forcément que à la nicotine, ou ça peut être au sucre aussi, comme tu disais tout à l'heure, Rachida. C'est-à-dire tout à fait. Donc ces addictions, donc tout ce que le docteur a cité comme les effets un peu néfastes qu'on peut ressentir durant les journées de jeûne, peut être très conséquentes pour ces personnes-là, compulsifs, ou tout simplement qui ne s'hydratent pas aussi correctement, qui n'amènent pas suffisamment d'eau, donc les fameuses crampes qu'on peut ressentir, ou tout simplement les maux digestifs. On n'a pas vraiment en parlé, mais la constipation qui est là, et notamment très présente durant le mois du Ramadan, par des personnes qui vont carrément aux urgences pour aller se vider, se dire que ça existe, parce que déjà notre système, notre corps est déjà ralenti de manière générale. Le mécanisme de jeûne ralentit le corps, la digestion se ralentit, et si on n'amène pas les aliments qu'il faut, donc c'est-à-dire enrichis en fibres complets, donc bien s'hydrater, bien boire de l'eau, amener des potages, amener des légumes. Donc si on n'amène pas tout ça au soir venu, on empire quelque part le risque de constipation et de problèmes de ralentissement qui peut durer plus d'une semaine. Et moi, j'avais un médecin urgentiste qui me disait oui, pendant Ramadan, on a des gens qui arrivent avec le pancréas explosé, le foie explosé. Mais c'est dû à quoi? C'est parce qu'ils mangent trop gras, trop riche? Qu'est-ce qui fait? Comment on peut se faire du mal comme ça au moment de la rupture du jeûne? Je crois que par exemple, des patients qui seraient déjà déséquilibrés par rapport à leur diabète, le fait finalement d'avoir une consommation très sucrée sur un temps très limité, voilà, on peut avoir des glycémies qui explosent les plafonds, et puis les patients peuvent faire des malaises, peuvent faire un coma hyperglycémique. Exactement, parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu déjà de le déséquilibrer avant, et de se dire les personnes qui vont ressentir un petit peu au moment de la rupture du jeûne et d'avoir une fringale alimentaire, de ressentir un petit peu cette fringale et de manger un peu de tout, c'est clair que ça explose au niveau, si déjà on a une intolérance glucidique, si on a une résistance à l'insuline, un excès de poids au niveau du ventre, tous des petits signes déjà qui fragilisent au niveau pancréatique. Donc c'est clair que le pancréas va être fragilisé parce qu'il y a cette résistance qui se crée encore, parce qu'on amène encore du sucre très tardivement, et la digestion elle est très lente parce que la journée elle a été quelque part mise au repos, et le soir venu elle doit retravailler, elle doit carburer, alors que c'est le soir qu'elle se ralentit au temps normal. Donc c'est là le risque qu'on peut rencontrer au niveau métabolique. Au niveau du foie, c'est lié à l'excès de gras, les fritures qui peuvent être présentes sur notre table du ftour, et qui peut causer beaucoup de problèmes au niveau de la vidange gastrique, au niveau du système digestif, qui vient tout simplement perturber les organes en parallèle. Madame Iskandar, comment de manière générale alors on peut gérer une émotion négative? Oui, alors d'abord il s'agirait de peut-être comprendre qu'est-ce que cette émotion négative elle vient toucher chez la personne.
Par exemple, la colère, c'est se demander, mais en fait, pourquoi la personne elle est en colère? Est-ce que c'est pas parce que y a un besoin ou un but valorisé par cette personne qui est mis en péril? Donc voilà, il faut bien comprendre qu'une émotion, elle est toujours liée à soi, elle est subjective. Donc il faut bien comprendre quel est ce rapport à soi, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi. Et je dirais aussi qu'il faudrait accepter en fait de ressentir une émotion dite négative ou désagréable. C'est normal de ressentir des émotions négatives, tout comme c'est normal de ressentir des émotions positives. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment je le gère, comment je réagis par rapport à ça. Et le but serait de réagir de façon la plus adéquate forcément possible pour soi et pour son environnement. Donc voilà, bien comprendre qu'une émotion est toujours liée à un besoin, comprendre voilà quel besoin derrière n'est pas comblé si je ressens une émotion négative, et donc voilà, chercher à le combler d'une façon adéquate. Une fois qu'on arrive à identifier quel est le besoin, on arrive peut-être à mieux gérer l'émotion qui est négative par la suite alors. Oui, et se dire que c'est normal. Toutes les émotions sont adaptatives et sont tout à fait normales. Donc c'est les accepter et alors voilà, les gérer par la suite. Ok, super. Alors, je vais essayer de prendre encore une petite question avant la prochaine pause pour Namel Boustati. Beaucoup de personnes pensent que le jeûne aide à perdre du poids. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une méthode qui est recommandée pour se débarrasser de quelques kilos? Alors, c'est vrai que le jeûne permet de perdre du poids. C'est ce qu'on remarque un petit peu en fin de jeûne, mais ce n'est pas la solution. Donc le premier but n'est pas de perdre du poids parce qu'on reste dans un risque tout simplement d'un régime restrictif. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes effets du régime restrictif, c'est-à-dire l'effet yo-yo. Donc en sortie de jeûne, donc il suffit qu'on réintroduise une alimentation un peu normalisée, qu'on reprenne tout simplement les kilos perdus. Donc non, ce n'est pas la solution pour perdre du poids. Le jeûne doit être juste purificateur, détoxifiant, mettre au repos les organes, rééquilibrer, se recentrer sur soi, réécouter son corps, ses sensations. C'est tout simplement ça l'objectif premier du jeûne avant de perdre du poids. Mais les kilos sont là, c'est vrai qu'on perd du poids, ça permet un peu de perdre les excédents au niveau du ventre, donc on ressent vraiment des tours de taille, un périmètre abdominal qui est réduit, mais ce n'est pas la solution. Qui, hein. C'est vrai, ça dépend si on aimerait bien plus. Si on n'excède pas au moment du phto. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire du sport aussi. Exactement, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. On n'a pas beaucoup parlé du fait sport. De garder une activité physique malgré qu'on jeûne. C'est vrai que le sport, je le conseille pour les personnes sportives à la base. De continuer, mais de juste adapter l'intensité de l'activité physique. C'est-à-dire qu'on ne va pas pousser trop loin, on ne va pas le faire à n'importe quelle heure de la journée ou à des heures entre midi et 18h, c'est-à-dire en plein zénith, le soleil est bien tapant dans les journées qui fait très chaud. On évite ces heures-là ou ces activités à ces heures-là. On privilégie des mouvements plutôt que de prendre du poids pour des personnes qui font des activités physiques un peu plus intensives au niveau renforcement. Donc ça, c'est être à l'écoute de son corps en fait. Donc les sportifs ne doivent pas arrêter comme ça du jour au lendemain, sinon c'est une fonte musculaire mais spectaculaire en fin de ramadan, en fin de jeûne. Donc ça, c'est une chose. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait d'activité physique et qui décide de se prendre en main pendant le mois du ramadan et de se dire, super, ça me motive, je perds du poids, ça va me motiver et en même temps, je vais faire du sport, je le déconseille. Parce que le corps n'est pas adapté, on risque d'accentuer la déshydratation, les crampes musculaires, des problèmes, des blessures, tout simplement, des blessures au niveau musculaire, des déchirures qui peuvent se créer parce qu'il y a une élimination, le corps fait une forme d'économie d'énergie et là, et d'économie d'eau, donc il retient l'eau dans le corps qu'il garde, mais là on force le corps, surtout pour une personne qui n'a jamais fait de sport, à transpirer. Et donc, il va éliminer ces sels minéraux donc via cette transpiration et provoquer tout simplement des risques de blessures au niveau tissulaire, au niveau musculaire, des crampes qui peuvent réapparaître, des migraines, des hypoglycémies. Donc, tous ces effets-là peuvent être vraiment présents. Donc, être à l'écoute de son corps et donc pour se lancer dans une activité physique, c'est de débuter tout simplement après le jeûne du mois de Ramadan, mais de rester en mouvement. Mais quel type de mouvement? Par exemple, de la marche. En pleine forêt, faire des bains de forêt, ça fait du bien, ça oxygène un petit peu le corps et ça permet de catalyser l'effet détoxifiant du jeûne. Donc là, c'est bénéfique. Là, il n'y a aucun souci. Mais de se renforcer, faire du cardio intensif ou du renforcement de manière très intensive, c'est déconseillé.
Ouais. Mais alors du coup, quand vous dites régime, alors un régime, ce serait pas forcément via le jeûne, c'est simplement s'alimenter correctement, différemment. Exactement. Ok. Alors, on revient dans quelques instants, chers auditeurs, dans notre toute dernière partie de Santé pour tous avec nos experts. On parle de l'impact du jeûne sur la santé physique et mentale. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour, toute dernière partie de Santé pour tous. Donc nous parlons du jeûne et de l'impact sur la santé physique et mentale avec nos experts. Juste avant la pause, on parlait du régime. On en a parlé en off aussi, parce que moi je suis hyper axée régime pour le moment. Donc voilà, mais c'est pas grave, on a bien rigolé. Si vous entendiez tout ce qu'on se dit en off, je crois que franchement vous rigolerez bien dans notre émission. Voilà, mais je vais quand même revenir un peu plus sérieux au docteur Tigrin. Le pauvre, il est au milieu, il dit qu'est-ce qui se passe ici. Donc, voilà. Juste pour savoir un petit peu quels sont les signaux auxquels il faut quand même être attentif et qui indiqueraient que notre corps ne supporte pas le jeûne. Donc un peu les signaux d'alarme, un peu comme ça. Mais je dirais tout symptôme, en fait, tout symptôme qui sort de l'ordinaire. Donc un mal de tête, c'est un symptôme. Donc on parlait de la constipation, c'est un symptôme. Le fait d'avoir des crampes abdominales. Donc tous les symptômes ne vont pas spécialement amener à arrêter le jeûne, mais donc en tout cas il faut se poser la question, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal parce qu'on est dans la phase des premiers jours et que le corps doit s'adapter ? Est-ce que l'intensité va jouer aussi ? Donc un mal de tête intense mais peut amener à rompre le jeûne. Chez des patients migraineux, parfois on peut avoir ça. Donc il faut vraiment prendre la mesure des différents symptômes et voir finalement qu'est-ce qu'on fait mal. La constipation par exemple, voilà, souvent c'est des gens qui ont finalement un apport de fibres qui est tout à fait insuffisant. Donc il y a des choses qu'on va pouvoir régler par le régime et puis parfois il y a des choses qui vont indiquer d'interrompre le jeûne pendant quelques jours pour que la situation se rééquilibre, donc s'il faut mettre en place un traitement ou parfois simplement pour donner l'occasion à l'organisme de se ressourcer, on va dire, par les calories parce que ça peut parfois être nécessaire. On peut tomber malade, on peut avoir une angine, on peut avoir une bronchite et donc. Mais il y en a, ils vont continuer à jeûner même s'ils ont une angine et même s'ils ont une bronchite. Voilà, je pense qu'il y a deux groupes. Il y a des personnes qui n'arrêtent pour aucune raison. Mais oui, c'est ça. Il faut limite arriver aux urgences à l'hôpital. Pour qu'ils envisagent d'interrompre le jeûne. Et puis voilà, il y a d'autres personnes, je pense, qui interrompent au moindre symptôme léger. Donc voilà, après, il faut se rendre compte que donc il y a des symptômes qui font partie de l'évolution normale. C'est comme voilà, un sportif qui veut se préparer aux 10 km ou 20 km de Bruxelles. Il passe par une phase où on a des douleurs musculaires, où l'essoufflement est important. Et donc, parfois, il y a des étapes comme ça qui sont nécessaires finalement pour pouvoir progresser. Et donc, voilà, il faut faire la part des choses. On peut en discuter autour de soi avec finalement nos corps religionnaires qui pratiquent le jeûne aussi. Et puis, voilà, on peut en discuter avec des professionnels de la santé également. Bah oui, c'est même préférable, je crois. Donc, de pouvoir en parler avec les professionnels de la santé. Madame Iskandar, est-ce qu'au niveau psychologique, le jeûne est, à certains moments est recommandé et à d'autres moments est vraiment déconseillé ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Pour les contre-indications, il faut voir avec les médications selon la maladie psychique qui est derrière. Pour ce qui est en général léger, comme on l'a dit, un peu la dépression légère, tout ça, il y a moyen d'adapter. Pour tout ce qui est sévère, toujours référer à son médecin avant de prendre une décision, comme on l'a dit. Après, pour les indications, ça peut être indiqué quand on a du stress plus ou moins chronique, puisque ça va aider finalement à gérer aussi le stress, le jeûne, les fatigues chroniques, un faible niveau de vitalité, par exemple, dans le corps, tout ce qui est aussi épuisement psychique, surmenage émotionnel ou intellectuel, ça peut aider justement, puisque comme on l'a dit, ça augmente la conscience de soi et ça peut aider à gérer les émotions. D'accord. Madame Elvoussati, est-ce qu'il faut espacer les moments de jeûne ? Est-ce qu'il y a des protocoles à respecter, par exemple, quand on jeûne ? Alors, quand on jeûne, le protocole à respecter, c'est de bien organiser la réalimentation. Ça, c'est un des protocoles à respecter pour pouvoir profiter pleinement du jeûne, du bénéfice du jeûne. C'est de vraiment
réorganiser donc ces repas, comme je l'ai cité, en fractionnement. Donc les 3 repas de la journée qui est pris hors jeûne va être fractionné en 2 repas et une collation du ftour ou sohour pour le jeûne du mois de Ramadan chez les musulmans. Donc ça, c'est typiquement le protocole à suivre. Mais d'espacer, on va dire, les jeûnes dans l'année, on peut totalement jeûner durant l'année de manière surrogatoire en espaçant, pourquoi pas, 2 jours semaine, comme les préceptes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le conseillaient, d'équilibrer quelque part les jours de la semaine, les 7 jours, en 2 jours, pour rééquilibrer un petit peu pour les personnes, par exemple, qui sont compulsifs. Pourquoi pas de jeûner des petites journées pour préparer le corps au jeûne futur. S'ils ont ils ont ressenti une fatigue, un épuisement durant ce jeûne, ça leur permet de se dire, il faut que je me prépare un peu plus pour l'année prochaine, par exemple, en faisant des jeûnes durant l'année. Oui, c'est parce que moi j'avais lu beaucoup sur tout ce qui est clinique du jeûne et il disait que justement avoir des petits jeûnes comme ça étalés sur l'année, des petits moments de jeûne, ça pouvait être aussi bénéfique pour le corps. Tout à fait. C'est bénéfique pour le corps, ça permet de nettoyer, ça permet de le purifier, ça permet aussi d'avoir un certain maintien au niveau de l'équilibre, au niveau corporel, au niveau des excès, c'est-à-dire pour ceux qui prennent du poids, qui ont des difficultés à perdre, c'est aussi quelque chose de plus efficace de le dire, je répartis dans l'année, je réduis, c'est typiquement ça en fait. Je pense que c'est le protocole à conseiller fortement. Quand on revient finalement, parce que vous faisiez référence à la tradition prophétique, justement la tradition prophétique, c'est pas un mois dans l'année qui est décousu du reste, mais c'est le jeûne du lundi, du jeudi. Tout à fait. Les 3 jours blancs. Les 3 jours blancs. Donc voilà. Donc, il y a une préparation en amont. C'est ça, se dire. Le jeûne du mois de Ramadan, déjà en amont, si on met en pratique tous ces préceptes de la médecine prophétique, on est habitué en fait. On habitue le corps naturellement et il y a une parfaite adéquation avec la médecine santé actuelle. Donc on voit vraiment des liens. Donc se dire que oui. Parce que dans les cliniques du jeûne, c'est ce qu'ils prescrivent en fait. C'est de faire des jeûnes comme ça un petit peu étalés, mais plusieurs jours par semaine. Et même espacés 2 fois semaine, c'est ce qui est conseillé. Oui, c'est 2 fois semaine, c'est vrai. Parce que c'est parfaitement équilibré tous les 3 jours en fait. Et c'est 3 jours pour que le corps s'adapte. Donc c'est un peu un lien avec la médecine santé, on va dire, et la médecine prophétique. Et l'estomac est un muscle creux, donc quand finalement on le prive de nourriture, finalement il va retrouver une forme plus physiologique. C'est ça. Et quand on commence à manger de manière excessive, très vite, on va de nouveau avoir une sensation de satiété qui sera modifiée. Ah oui. Oui, et donc c'est ça qui fait que finalement, si on jeûne régulièrement, on va réhabituer notre estomac à se réduire et à manger des petites quantités, quoi. À manger selon vraiment ses besoins. Oui, voilà, c'est ça. Et globalement, dans nos sociétés occidentales, on est assez sédentaire, globalement. On a une alimentation qui est très riche, qui est très transformée. On a un apport de calorique par rapport à nos dépenses d'énergie qui est démesuré. Ici en Europe, ça va encore. On regarde aux États-Unis, l'obésité morbide, la place que ça prend dans la société, c'est énorme. Et donc ici, petit à petit, on va vers ça aussi. Donc il faut prendre conscience en fait que c'est pas parce qu'on a entre guillemets les moyens de s'acheter des choses riches qu'il faut finalement tout accepter. Et il faut se mettre des limites pour notre bien, pour notre santé. Ouais, genre les fast-food tout le temps et les snacks tout le temps, c'est pas forcément l'idéal, quoi. Ça, les boissons, je veux dire, les boissons classiques. Oui, les boissons gazeuses. Les sodas, par exemple. La quantité de sucre que ça peut contenir. Avec ça, vous pouvez fonctionner des jours et des jours. C'est ça, et exploser le pancréas. Comme on disait tout à l'heure. Mais d'ailleurs, moi, j'ai cette question-là. Est-ce que, Dr Tigra, vous voyez plus de patients arriver en consultation chez vous pendant le mois de Ramadan ? Globalement, c'est plus calme. Ah oui. Globalement, c'est plus calme pour des raisons que je n'explique pas forcément. Moi aussi. Je ne pense pas qu'il y a moins de problèmes médicaux, mais je pense que les gens consultent moins pendant le Ramadan, veulent éviter éventuellement de faire des prises de sang parce qu'ils ont peur éventuellement de faire des malaises. Donc voilà, je sais que le laboratoire avec lequel je travaille, chaque année, c'est plus calme pendant cette période-là, mais vraiment, tout patient confondu. Donc, globalement, il y a moins de... Les patients musulmans, je pense, consultent peut-être plus avant et après. Tout à fait. Et sinon, peut-être pour des complications, constipation en numéro 1 des plaintes, et puis des déséquilibres, de diabète, mais c'est plutôt... en général... ces patients-là continuent coûte que coûte et finalement gèrent dans leur coin.
Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai qu'en consultation, il y a plus de présence. Parce que parce qu'ils veulent savoir comment bien s'alimenter. Bien s'alimenter, mais surtout aussi parce qu'ils utilisent un peu le jeûne, comme tu le disais juste avant, comme perte de poids. De se dire super, je jeûne, ça va m'accélérer à la perte de poids. Et on voit que ça stabilise, oui, parce que l'objectif premier n'est pas la perte de poids, parce que voilà, il faut un équilibre interne. Et si déjà c'est déséquilibré au niveau organique, c'est ce qui fait bloc à la perte de poids. Donc d'abord, le corps rééquilibre l'interne avant de pouvoir se défaire des excédents ou de l'excès. Donc c'est là, en fait, que je leur explique un petit peu à ces patients de manière générale. Mais c'est vrai qu'il y a une forte présence, moi, pendant le ramadan. Mes patientes, voilà. C'est là qu'ils passent tous en fait. Mais franchement, c'est une forte partie parce que beaucoup, ceux que je ne voyais pas il y a 3-4 mois, elles reprennent rendez-vous ou elles veulent ce suivi durant le mois de Ramadan parce qu'elles ressentent que c'est un coup de pouce en plus. De se dire super, je me restreins au niveau alimentaire, ça va me donner un coup de pouce pour la perte de poids. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le premier objectif. Ouais. C'est important de vraiment se recentrer sur l'essentiel, de nourrir le corps correctement, de bien fractionner pour purifier le corps, plutôt que de se centrer juste sur ce chiffre sur la balance qui doit descendre. Et voilà, c'est malheureusement, beaucoup donnent intérêt un petit peu à ce niveau-là comme objectif premier de perte de poids, mais que ce n'est pas seulement la perte de poids, le fait de jeûner. Et alors du coup, un peu la même question pour Madame Iskandar. Est-ce que il y a plus de consultations, il y a plus de passages à l'acte, il y a plus de débordements pendant le mois de Ramadan ou c'est plus calme aussi? Moi, au niveau personnel, je ne l'ai pas forcément remarqué. Je dirais que c'est c'est plus ou moins pareil. Après, pour ce qui est passage à l'acte, je dirais que ça serait plutôt même l'inverse, surtout pour les jeunes qui ont une connotation religieuse, comme par exemple le Ramadan. Je trouve que c'est un mois où les personnes sont peut-être justement plus tournées vers les autres, la solidarité. Donc, je dirais qu'il y a moins de passage à l'acte. Mais c'est mon avis personnel. J'avoue que je n'ai pas de données non plus. Moi, en consultation, j'ai quand même moins de monde aussi. Moi, c'est beaucoup plus calme pendant Ramadan. Pas qu'ils veulent pas venir voir le psy, mais je pense que il y a un ça, il y a cette apaisement. introspection déjà naturelle. Franchement, peut-être. oui, il y a un apaisement. Ils sont beaucoup plus calmes, moins stressés, moins anxieux. Après, faut pas oublier que le Ramadan, c'est aussi un moment où on échange beaucoup plus avec le monde extérieur et que la dépression, l'origine de la dépression, c'est aussi très fort la solitude, l'isolement. Et donc là, on est tout ce qu'on vit actuellement. Tout ce qu'on vit actuellement, exactement. C'est pour ça que nos services sont surchargés. Donc, en tout cas, nous à l'Espace Santé Famille, on n'arrête pas. Franchement. Voilà. Moi, j'avais envie de vous demander, un dernier petit conseil pour nos auditeurs, chacun. Donc, Docteur Tigras, est-ce que vous avez un petit conseil pour nos auditeurs? Donc, voilà, peut-être simplement, ne pas déconnecter le mois du Ramadan du reste de l'année. Donc, le préparer avant et profiter de cette occasion-là, finalement, pour avoir des modifications durables dans son comportement, donc au-delà de l'alimentation, donc dans sa vie et en avoir des bénéfices. Parce que sinon, c'est que si ça ne nous a pas permis d'évoluer, il faut se poser des questions. Ok, super, merci beaucoup. Rachida, un petit conseil? Oui, mon conseil de base, c'est donc avant tout, si on veut vraiment que ce mois soit une réussite spirituelle, il ne faut pas négliger l'équilibre alimentaire. Ça, c'est inévitable, de bien fractionner ses repas du soir venu, d'éviter tout excès alimentaire pour éviter de surcharger cet organisme. Et voilà, et de pouvoir tendre vers un corps plus enclin à une détox, à une purification du corps et de l'âme. Merci beaucoup Rachida. Et Jessica? Moi, je dirais, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit. Le jeûne est thérapeutique, donc n'hésitez pas, que ce soit pour des raisons religieuses ou autres. Voilà, allez-y, c'est bénéfique pour vous, toujours avec conseil des professionnels, bien sûr. Oui, voilà, dans un certain cadre, on a vu que le jeûne pouvait être bénéfique, mais vraiment, s'il se déroulait dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau médical, nutritionnel ou émotionnel. Voilà, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi mes 3 invités pour leur présentation, c'était vraiment très très intéressant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine de 14 à 16h et tous les jours pendant le mois de Ramadan de 10h à 12h dans notre émission Santé pour tous. À très bientôt et bon week-end.